Bonjour à tous, ici Pierre de Châtillon. Lecture sur mon dernier livre, Les Derniers Blancs. L'histoire biblique dit que Goliath, le géant philistin, s'avança vers les Hébreux pour défier au combat tous les plus braves. Pendant 40 jours, son insolence était sans borne jusqu'à ce que David, un jeune adulte jouant de la fronde, un enfant selon certains, lui lance une pierre au front qui l'assomma avant de courir à lui pour saisir son épée et lui trancher la tête. Ce n'était pas là un mince exploit. Goliath était de la race d'Arapha, une nation descendant des anciens Réphaïm qui, avec les Susim, les Hémim et les Anakim, étaient considérés comme les descendants des Néphilim. Goliath était effrayant. Il mesurait 4 mètres. Son armure complète pesait 125 kilos. Sa lance mesurait 8 mètres de longueur et le fer de la lance qui la terminait pesait 8,5 kilos. Et Goliath était un minuscule en comparaison de ses aïeux. Og fut le dernier des Réphaïm. Son lit tout en métal était de 15 coudées de longueur, c'est-à-dire 6 mètres de longueur. Les Réphaïm ne doivent pas revenir, disaient les anciens, parce que vous les avez visités, vous les avez détruits, et vous avez effacé toute mémoire d'eux. Les morts ne doivent pas vivre. Toutefois, mort ne signifiait pas mort, mais condamné par jugement céleste. Après la défaite de Goliath, David extermina la nation des Philistins, dont les survivants furent repoussés en Afrique et donnèrent naissance aux barbares de la côte de Barbarie. Faut faire attention aux mots, aux endroits. Le mot Afrique et le mot côte de Barbarie ne possédaient pas exactement la même signification que maintenant. Ce furent là la dernière apparition des Néphilim. Au contraire de nous qui sommes dans l'architecture grand luxe, pour ces très anciens, un pan de granit devenait un morceau de matière première pour y tailler sa demeure. Ces reliefs, qui sont encore discernables par divers moyens, dont le fait qu'ils dessinent des formes au sol, constituent une tranche de très gros reliefs aménagés, des œuvres gigantesques. Nous savons construire, mais ils le savaient aussi. Le cercle d'Avebury, en Grande-Bretagne, est entouré d'un rempart de pierre et d'un fossé intérieur qui mesure près de 130 mètres de diamètre. Les alignements de Karnak comprennent plus de 4000 pierres levées atteignant jusqu'à 4 mètres chacune. Il existe plus de 30 000 dolmens connus dans le monde, chacun faisant entre 30 et 200 tonnes. Nous pouvons faire gros, il le pouvait aussi. Le tumulus appelé Mound du territoire américain s'élève quelquefois de grande hauteur. Le tumulus de Cayoka dans le Missouri atteint une hauteur de 30 mètres. Sa base mesure 180 mètres sur 240 mètres et sa construction a nécessité 700 000 mètres cubes de terre. La grande pyramide de Khéops a nécessité 2,5 millions de mètres cubes de blocs de pierre qui ont été taillés dans une carrière avoisinante. Des plans à l'inauguration, elle a été réalisée en 20 ans seulement. Nous devrons déterminer à quel point gigantesque signifie gigantesque en comparant avec des œuvres modernes qui ont été faites avec l'aide de toute la technologie disponible. Le barrage des Trois Gorges sur le fleuve Yangtze en Chine est considéré comme une des plus grandes œuvres de l'homme moderne. Fabriqué de ciment et d'acier, le barrage mesure 2300 mètres de long et 180 mètres de hauteur. Sa construction a utilisé 27 millions de mètres cubes de ciment, soit 460 000 tonnes d'acier, et a demandé le déplacement de 102 millions de mètres cubes de terre. De sa conception à l'inauguration, le projet a nécessité 18 ans. En comparaison, la Grande Muraille de Chine s'étire sur 6700 km et mesure en moyenne 6 mètres sur 5 de section. Briques et pierres de taille sur un noyau de pierre, sa fondation est en bloc de pierre. Sa construction, juste avant notre ère, a demandé le déplacement de plus de 200 millions de mètres cubes de terre. Bien que les différentes portions possèdent des origines parfois nébuleuses, 1500 km de ce mur ont été érigés en 5 années seulement.
Mais c'était encore là ce que nous pouvons vérifier de visu, car il existe une panoplie de descriptions d'anciennes œuvres rapportées par des auteurs réputés de l'ancienne histoire qui ne peuvent être vérifiées car elles n'ont pas été retrouvées. Les descriptions sont si relevées qu'elles ont donné lieu à de nombreuses controverses et ont été remaniées de plusieurs fois. Le temple de Bel, qui appartenait à la cité de Babylone, Hérodote nous décrit 8 tours placées les unes sur les autres qui allaient toujours en diminuant. Diodore dit que sa hauteur dépassait toute croyance et Strabon la fixe à 200 mètres. Alexandre, qui entreprit de rebâtir ce temple que Xerxès avait fait démolir, y a consacré 10 000 ouvriers pendant 2 mois au nettoyage ce fut comme s'il n'y avait pas eu lieu. Il faudrait peut-être pas s'émerveiller trop vite devant les visages du mont Rochemort. Suivant le récit de Diodore, une des faces du mont Bagislan était escarpée sur environ 3/4 de kilomètre de hauteur. Sémiramis y fit tailler sa figure accompagnée de celle de Santiagarde. Selon Hérodote, le lac Moéris avait été creusé de main d'homme pour recevoir les crues du Nil. Il en donnait comme preuve qu'il existait 2 pyramides de 80 mètres de hauteur au milieu du lac. Le lac avait 80 km de diamètre et sa profondeur atteignait 80 mètres. Il communiquait avec le Nil par un canal l'intermédiaire d'un canal de 100 mètres de large sur 16 km de longueur. Plus de 300 millions de mètres cubes de terre ont dû être ainsi transportés. Le grand canal impérial de Chine fut entrepris vers l'an 1289 par l'empereur Tshitsu, qui était le petit-fils de Genghis Khan. Ce canal-là traverse l'Empire du Nord au sud, de Pékin à Canton, en réunissant plusieurs rivières. Il y a des points de partage, des rigoles alimentaires, des réservoirs, des décharges, des pertuis, des quais, des ponts. Il traverse des marais, des montagnes, des terrains d'une grande variété. Et il embrasse 17 degrés de latitude, soit près de 1900 km de longueur, et pourrait représenter plus de 1 milliard de mètres cubes de terre déplacée. Encore là, il y a ceux qu'on ne peut pas vérifier, dont on ne peut qu'estimer la véritable ampleur, car on ne les trouve plus, ou il n'en reste que des cités thématiques, de pâles simulacres. Le circuit des murs entourant Babylone, par exemple, était de 70 km de longueur, 11 mètres d'épaisseur et 60 mètres de hauteur. 6 chevaux pouvaient y marcher de front. Ces murs étaient flanqués de 250 tours de 100 mètres de hauteur chacune. Le lac de Babylone a été creusé de main d'homme. Il avait 240 km de pourtour, une profondeur de 40 mètres, puis il était entièrement revêtu de maçonnerie. Le pont Trajan, qui traversait le fleuve Euphrate dans Babylone, mesurait 1 km de longueur et possédait une travée de 10 mètres de large. Le roi Pyrrhus fut le premier à concevoir les plans d'une chaussée sur un pont entre la mer Adriatique et la mer Ionienne, une distance de 80 km. Les jardins suspendus de Babylone étaient composés de terrasses superposées, dans les voûtes desquelles on pouvait circuler. Le tout était planté d'arbres et donnait à la construction l'air d'une montagne artificielle. Nabuchodonosor les construisit pour donner à sa femme originaire de Médie l'image d'une montagne. Ce paradis de forme carrée avait sur chaque côté 120 mètres de long, s'élevait en amphithéâtre par une suite de terrasses qui se dominaient alternativement l'une l'autre. Au-dessous de chaque terrasse, on avait pratiqué des galeries qui supportaient tout le poids des plantations, la plus élevée de toutes, sur laquelle reposait le plan de la dernière terrasse, qui était de niveau avec la balustrade, avait 20 mètres d'élévation. Les murs, dont on assurait la solidité par des travaux plus dispendieux, avaient 7 mètres d'épaisseur et l'assise qui déterminait 3 mètres de large. Le plafond des galeries était formé par des pierres taillées en poutre, dont la longueur, y comprenant la saillie, était de 6 mètres de longueur sur 1,5 mètres de largeur. Sur le toit, on avait répandu quantité de terre végétale suffisante pour nourrir les arbres de 50 pieds de haut. Ce sol artificiel, parfaitement dressé, était rempli d'un nombre infini de plantes, recueillies dans tous les pays et remarquables, soit par leur élévation, soit par leurs fruits, leurs fleurs et leur feuillage d'hiver. C'était une sorte de forêt à 20 étages dont les racines entrelacées reliaient et consolidaient les énormes assises.
Les galeries qui recevaient la lumière du côté où chacune d'elles dominait la terrasse inférieure, renfermaient plusieurs appartements royaux diversement ornés, dont l'un, percé à sa surface supérieure par plusieurs ouvertures, contenait les machines qui élevaient de l'Euphrate une grande quantité d'eau, sans que personne à l'extérieur ne pût apercevoir le travail, si bien qu'une foule de canaux, circulant sous les plantes, entretenaient sur le sol factice une fraîcheur et une verdure toujours nouvelles. Ça ne vous rappelle pas l'hydroponique? La réalisation de telles œuvres pourrait aussi s'expliquer par un équilibre différent entre l'effort et la tâche à effectuer. Ils étaient géants, et cela signifie aussi beaucoup de puissance et une capacité multipliée. Il n'y avait pas que les Néphilim qui étaient géants. Les Néphilim étaient une constituante méchante des géants, mais à l'époque, ils étaient géants. Certains d'entre nous pourront toujours spéculer que ces vieilles histoires de géants ne sont que des affabulations ou encore des perspectives locales exagérées par le bouche-à-oreille. D'ailleurs, où sont donc les restes de ces géants pour prouver qu'ils ont existé, demanderont-ils. C'est une question tout à fait légitime. Toutefois, l'avènement du riche Internet change la donne et permet à tous un accès à des connaissances qui auparavant étaient réservées à quelques-uns. Avoir accès à toute l'information disponible partout change la perspective et soulève de nombreuses questions. Par exemple, les raisons qui pourraient expliquer que les restes de ces géants, justement, n'existent plus, car il y en a eu des géants, et même de très grands géants. Il ne faut pas confondre ces géants-là avec le géant de foire, qui est un cas exceptionnel parmi les siens, généralement unique par sa taille et dans une famille et une population qui est près de la normale. Il est exceptionnel parce qu'il vit à travers des gens qui lui sont différents. À 2 mètres, un individu bien proportionné est déjà tout qu'un bonhomme. À 2 mètres 35, le géant André, le lutteur Jean Ferré, était un de ces géants de foire au physique remarquable. Au début de notre ère, l'empereur Maximin mesurait 2 mètres 80. Les géants dont il est parlé ici sont ceux qui vivent en communauté avec des individus comme eux, qui se reproduisent et transmettent cette caractéristique à leurs descendants, une caractéristique raciale, tout comme le seraient les yeux bridés ou la couleur de la peau, par exemple. L'Edda de la mythologie nordique nous apprend que les nains ont été engendrés à partir du sang de Brime et de son corps pâle dans les forêts des arbres de métal. Il y aurait eu 2 premiers-nés, Montsognir et Durin, celui-même qui nous a rapporté ses connaissances et qui ont produit sur la Terre plusieurs hommes nains. Plusieurs historiens ont associé ces 2 noms à ceux d'Adam et Ève. Les géants ont créé les nains, une histoire racontée par les descendants de ces nains. Les nains de géants, c'est nous. Selon une tradition, les premiers explorateurs espagnols avaient une connaissance détaillée d'une race géante atteignant plus de 12 pieds, soit 3 mètres, ayant habité les plaines de ce qui est aujourd'hui l'est du Nouveau-Mexique. Alors qu'ils exploraient la pointe de l'Amérique du Sud à la suite de sa découverte, ils ont découvert une tribu de géants sur les côtes de Patagonie. Démontrant de bonnes dispositions et d'une nature plutôt bon enfant, un de ces géants s'est facilement laissé amadouer par quelques colifichets, avant qu'une dizaine de marins espagnols qui lui arrivaient à peine à la taille lui demandent de venir avec eux sur le navire. Devant son refus, les hommes l'ont attrapé pour l'emmener de force. Mais là, la bonne nature du géant a disparu comme par enchantement, alors qu'il se redressait avec fureur et rejetait au loin les hommes qui étaient accrochés à ses bras et à son cou avant de filer vers la forêt. Ces géants n'ont jamais été revus depuis, sinon que quelques décennies plus tard, une jeune Espagnole de Carthagène fut attrapée par une tribu sauvage de géants de 3 mètres. Mais ces géants ne sont qu'un pâle reflet de ceux de l'histoire ancienne. En Sicile, des hommes de 12 coudées, 4,5 mètres, ont été fréquemment découverts. C'est aussi la grandeur qui était donnée au gérant Ferragus dans les chroniques de Charlemagne. Il était dit que Dorrois, le fils du comte de Devon, faisait des enjambées de 5 aunes, soit 6 mètres. Le peuple d'Ouaille donnait à Gaillan, un de ses aïeux, la grandeur de 20 mètres. À Lille, c'était Lidéric et sa femme, les fondateurs de cette ville qui mesurait 20 mètres.
On ne compte plus les légendes de tels géants qui vivaient dans l'ancien temps. Les plus grands de ces géants-là, ceux immédiatement autour de la génération d'Adam, atteignaient une hauteur étonnante de 30 mètres. Au mieux qu'il soit possible d'évaluer, depuis l'époque adamique, l'homme a perdu la moitié de sa grandeur toutes les 1500 ans. La véritable question n'est pas de savoir s'il existe des reliques de ces anciennes générations, mais ce qu'ils en ont fait. Les fameux montes qui constellent l'Amérique servaient de tombe à ces anciens géants. Suivant la découverte de l'Amérique, de nombreux de ces montes ont été éventrés par des pilleurs de tombes à la recherche de trésors ou par des travaux de terre pour révéler des squelettes et des momies de géants. Curieusement, malgré la prise en charge d'institutions à vocation académique comme l'Institut Smithsonian, aucune n'a été publiquement documentée. En fait, la seule documentation qu'il soit possible de retrouver concernant ces découvertes provient des articles des journaux locaux de l'époque. C'est au 19e siècle et jusque dans les années 1930 qu'il est possible de retrouver un certain libéralisme dans les journaux sur ces questions, et ensuite, plus rien. Aujourd'hui, même les découvertes archéologiques les plus simples en Amérique n'apparaissent plus dans la sphère publique s'ils ne contiennent pas les mots indien, tête de flèche, silex. Bien qu'il faille tenir compte que les individus étaient plus petits à la sortie du Moyen Âge et qu'un individu de plus de 2 mètres avait alors ce qu'il fallait pour être appelé géant, on parle de squelettes d'individus qui n'ont pas moins de 2 mètres 20. Beaucoup de ces tombes sont communautaires et contiennent les squelettes de plusieurs individus, des familles dont les adultes sont souvent tous de la même grandeur. Voici donc un sommaire de ces extraits de journaux d'époque. Vous pourrez obtenir les références dans mon livre. Découverte d'un fémur et d'un crâne de proportions gigantesques dans le comté de Ventura en Californie, ça se passait le 3 septembre 1916 et c'est apparu dans le Los Angeles Times. 3 squelettes de proportions gigantesques en août 1902 en Ohio. Un squelette d'énormes proportions au Massachusetts le 21 décembre 1891. 6 squelettes, dont un de proportions gigantesques en Ohio en 1908. Ça s'est passé aussi en France. En 1754, Lecat découvrit dans un cimetière de Bordeaux des os géants qui appartenaient à un individu de plus de 3 mètres. À Clark County, en Ohio, avec des arcades sourcilières proéminentes, le front fuyant et la partie antérieure du crâne étiré, un individu aux proportions gigantesques, ça se passait en 1935. Et c'est aussi là ce qui fait partie de l'hypothèse que j'ai soumis à mes lecteurs dans le dernier blanc, c'est-à-dire les deux caractères d'individus, c'est-à-dire les penchés et les droits, comme je les ai appelés. Un squelette de 3 mètres 20 a été trouvé dans le comté de Lincoln, en Arizona, en 1892. 14 squelettes près de Shantytown, dont un de 2 mètres 20 puis un autre de pygmée. À Connaught Creek, un squelette de 3 mètres 50 en Pennsylvanie. Ça se passait en 1884. Un autre de 2 mètres 20 à Athènes, en Ohio, a été découvert en 1970. En 1905, 32 squelettes d'au moins 2 mètres 30 de hauteur. En 1894, un squelette géant de 2 mètres 40 au Kentucky. En 1850, un squelette de 2 mètres 40 à New Jersey qui était enterré dans une huître immense. Un squelette de 2 mètres 40 en Pennsylvanie, ça se passait en 1920. En 1913, découverte de 26 squelettes près de Saint-Anselme en Californie, ou San Anselmo en Californie, une grandeur de 2 mètres 20. Un cimetière de géants a été découvert en Syracuse en creusant les travaux du lac Erie, qui possédaient tous une double rangée de dents les plus parfaites dans la bouche. Ça se passait en 1849. En 1894, découverte à Portsmouth, Ohio, d'un squelette de 2 mètres 20, accompagné de nombreux rejets d'argent. La découverte a été envoyée à l'Institut Smithsonian. Découverte de 3 squelettes de 3 mètres 20 au Missouri, en 1900. En 1894, la découverte d'un squelette de 3 mètres 20 en Indiana avec une tablette contenant des caractères jugés incompréhensibles.
En 1903, un cimetière découvert à La Grange en Indiana, contenant de nombreux squelettes d'au moins 2,50 m. En 1892, un cimetière de crânes humains a été découvert à Richmond, en Indiana, des crânes ayant appartenu à des individus de 2,40 m. En 1908, découverte d'un squelette de femme de 2,30 m en Ohio. En 1881, d'un cimetière de squelette gigantesque, en Ohio toujours. En 1933, un squelette de 4,20 m à Brampton, en Virginie de l'Est. En 1900, un squelette de 2,70 m à Clay County, au Kentucky, avec des graines de maïs dans une urne. Un squelette de 3,10 m en 1883 a été découvert à Mineral Bluff. Il y avait aussi des pointes de flèches de 16 cm de longueur. Découverte de tombes de géants en Californie mesurant plus de 2,20 m. Certains des crânes sont larges avec le front très haut et rond, alors que d'autres possèdent un front fuyant et ressemblent à des singes. En 1922, ça s'est produit. En 1921, découverte d'un squelette de 2,80 m dans l'Est canadien. Dans l'histoire du comté de Fayette, en Virginie de l'Ouest, on peut y lire qu'il a été découvert 2 squelettes de 2,40 m et celui d'un nain d'1,20 m. En Ohio, en 1905, la découverte d'un squelette de femme de 2,30 m. En 1872, dans le comté de Madison, à New York, il y a eu la découverte d'une tombe de masse avec une grande quantité de squelettes de géants, dont certains de très grandes dimensions. En 1883, la découverte d'un squelette géant près de Bernard, au Missouri. Un homme pouvait entrer en entier dans le squelette de la cage thoracique. Découverte d'un squelette énorme près de Mont-Maurice en 1811. Un crâne fut retrouvé à Cape May, l'os frontal se retirait pratiquement en ligne directe à la place des sutures occipitales et pariétales, ne laissant pas de front, un peu comme ça avait été fait artificiellement. Histoire de Cape, New Jersey. En 1897. En 1930, 4 immenses tombeaux de pierre ont été retrouvés à Grenoble, dans le sud de la France, avec 14 squelettes gigantesques à l'intérieur, titrait le Geraldton Guardian and Express. Plusieurs squelettes gigantesques ont été retrouvés près de Hartford. Certains mesuraient jusqu'à 3 mètres. Ils ont été trouvés avec d'étranges bijoux, des plats de cuisine, des instruments de musique à profusion. En 1911. En 1934, plusieurs squelettes de plus de 2,30 m ont été retrouvés dans une sablière près de Los Angeles. Un squelette de 2,60 m a été retrouvé au Massachusetts en 1886. Un squelette gigantesque près de New York. Plusieurs squelettes de 2,20 m dans le comté d'Ontario, en New York. Découverte d'un squelette de 3,60 m près de Kingwood, en Virginie, en 1883. En 1897, découverte d'un géant pétrifié de 2,60 m. En 1876, plusieurs squelettes de plus de 2,50 m ont été retrouvés à Lundy Island, dans le Bristol Channel. En 1880, un squelette de 3 mètres a été découvert dans le mont de Newgrange en Irlande. Le crâne était très épais et les dents énormes. En 1719, découverte de plusieurs squelettes géants à Stonehenge. Le plus grand était de 3,20 m. En 1890, plusieurs os ayant appartenu à des géants ont été retrouvés près de Bradford, en Pennsylvanie. En 1927, une découverte d'un squelette de 2,60 m à Harlan Cave. En 1898, découverte de 3 squelettes de plus de 2,30 m en Ohio. En 1936, des squelettes de géants de 2,30 m et des nains d'1 mètre ont été retrouvés dans le nord du Mexique. De 1850 à 1935, il y a eu à travers les médias américains 54 cas déclarés de sites de géants retrouvés comportant parfois plusieurs centaines de squelettes. L'histoire philosophique du monde primitif nous disait: c'est encore un grand trait de lumière jeté dans la nuit du monde primitif que la découverte d'une mesure uniforme, d'où dérivent toutes les mesures itinéraires de l'Antiquité.
Je veux parler de la grande coudée de 20 pouces et demi, conservée sur le nilomètre du Caire, coudée qui n'est point dans la proportion de la stature humaine telle qu'elle existe aujourd'hui, et qui suppose un peuple des géants, instituteur d'une foule de peuples dégénérés. Un commentaire plus qu'intéressant. En plus des géants, de nombreux squelettes de nains ont été retrouvés, ainsi que d'autres formes de vie, manifestement des hybrides. En 1893, on rapportait la découverte au Tennessee d'un cimetière contenant des squelettes de nains aux cheveux rouges qui ne dépassaient pas 1 mètre. Les travaux ont été remis aux mains de l'Institut Smithsonian. En 1918, le Miami News annonçait la découverte de tombes de pierre avec des squelettes aux proportions gigantesques à Vadencourt, près de Paris. Les crânes sont ovales et les dents ressemblent à celles de chevaux. En 1917, le Tacoma's Washington News rapportait un squelette préhistorique étrange découvert en Virginie de l'Ouest. La personne ne faisait pas plus d'1 mètre 20. La poitrine était large et 4 pattes puissamment musclées sont munies de 4 doigts. Il possède 2 cornes prenant naissance sur les tempes et une longue queue. Il fut noté dans l'article que le FBI a saisi plusieurs crânes de l'endroit. En 1912, le New York Times annonçait la découverte de 18 squelettes humains en excavant un mound au lac d'Evalan, une découverte qui indiquait qu'une race d'hommes inconnus a habité le sud du Wisconsin. Les têtes sont beaucoup plus larges que celles de n'importe quelle race moderne, le front est inexistant, et les os du nez s'avancent loin devant les pommettes. La tête possède une certaine ressemblance avec celle d'un singe. La mâchoire était longue et pointue, les dents du devant sont des molaires ordinaires, des squelettes de femmes retrouvés sur place possédaient les mêmes caractéristiques. Sans vergogne, nous nous proclamons les plus brillants, munis d'un cerveau beaucoup plus grand que celui de nos ancêtres. C'est au tournant du 20e siècle que furent retrouvés les restes d'un squelette sur la côte sud de l'Alaska. Plus grand que la normale, le squelette possédait un crâne d'un volume beaucoup plus important que le nôtre, alors que la moyenne de la race humaine contemporaine est de 1450 cm3, celui de ce crâne était estimé à plus de 2000 cm3. En 2007, alors que des archéologues effectuaient des analyses au sonar dans le fond du lac Michigan, ils découvrirent une série de grosses pierres alignées dans un cercle, une douzaine de mètres sous la surface. Une des pierres était sculptée en forme de mastodonte. Pour comprendre qui étaient ces géants, quelques indices nous proviennent encore de cette archéologie des premières heures. En 1899, Préhistorique America relatait que des tablettes remplies de caractères cunéiformes sumériens ont été retrouvées à travers le Michigan, attestant de la présence des Néphilim armorites dans la région. Suivant une grande vague de ferveur sociale, religieuse, déterminée à détruire la science et la connaissance, ils en vinrent aux Néphilim, des géants dits d'une grande intelligence qui ne se pliaient pas à cette soudaine ferveur, qui ne voulaient pas abandonner la science et la technologie. Ils apprirent à survivre dans les terres que les hommes maudissaient. Les annales de l'Amérique du Sud racontent qu'à une époque, des géants qui avaient les yeux penchés sur les côtés vivaient parmi eux. Ils étaient peu aimés du reste de la population, principalement parce qu'ils pratiquaient ouvertement le sexe partout. Ils sont disparus à la suite d'un sort divin. Il faut possiblement y lire qu'ils ont été décimés par une épidémie ou quelque autre catastrophe. L'histoire du comté de Marion de 1960 relate l'histoire d'un Indien Cherokee né en Georgie en 1806 qui a raconté que sa grand-mère, qui devait être née au milieu du siècle précédent, lui avait dit qu'elle avait entendu des anciens que longtemps avant son temps, un groupe de géants était venu visiter les Cherokees. Ils étaient 2 fois la grandeur d'un homme ordinaire et leurs yeux étaient en oblique sur leur tête. Il faut lire ici des yeux de type asiatique. Raison du nom donné par les Cherokees, les yeux obliques. Et de là encore, je poursuis avec l'hypothèse que je développe qui concerne les obliques, les penchés et les droits. Ils venaient de très loin en direction du soleil couchant. Ils restèrent quelque temps en amis et quittèrent pour leur retour.
Sans doute que l'apparence symbolique de l'événement a prévalu, mais l'histoire ne dit pas que la nation Néphilim a été vaincue. L'histoire n'en reparle pas, point. C'est pas un fait décrit, c'est un fait non vérifié. Personne ne pouvait se rendre jusqu'à leur territoire. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, la mort ne signifiait pas la mort, mais le jugement céleste. Car les Néphilim avaient choisi de s'installer et de s'adapter dans des environnements aux endroits rigoureux qui tenaient lieu de barrières naturelles pour garder des menaces comme celles que pouvaient représenter les hommes à l'écart. Survivre et se développer à ces endroits demande un art peu commun, et les Néphilim étaient réputés porteurs de connaissances incomparables. Préhistorique America indiquait en 1899 que les constructeurs des monts du Wisconsin connaissaient indubitablement la fonte du métal. Le bulletin poursuivait en expliquant qu'ils connaissaient des procédés comme le trempage du cuivre que nous ne connaissons toujours pas à ce jour. Ils étaient habiles aux arts de la guerre, ils avaient des évidences conclusives qu'ils s'y entendaient dans les arts mécaniques. Quelle déclaration! En 1871, le West Coast Times annonçait la découverte d'une centaine de squelettes près de Cayuga au Canada. Tous étaient au-dessus de 2,30 m et certains mesuraient jusqu'à 3 mètres, avaient des crânes de toutes formes et de toutes dimensions. Certains squelettes étaient accompagnés de pipes gravées de chiens, les restes d'une forge y ont été découverts. D'autres de ces découvertes partagent aussi cette perspective. En août 1915, le Star et Sentinel annonçait la découverte d'un squelette de 2,40 m près de Battle Lake au Minnesota, dont les dents avaient été réparées avec un ciment. Mais ça va plus loin. En août 1888, le South Kentuckian annonçait la découverte de 2 squelettes aux proportions gigantesques près de Frankfort en Ohio, avec des armures curieuses à l'apparence de bronze sur laquelle il y avait des ajouts grossiers. Et ici, les ajouts grossiers suggèrent qu'ils ont été réalisés après, c'est-à-dire dans la période de décadence à laquelle ils ont fait face, comme je l'explique dans Dernier Blanc. Les Égyptiens regardaient les déluges comme des événements périodiques, puis des siècles d'ignorance et la ruine des arts ils regardaient les siècles d'ignorance et la ruine des arts comme des suites nécessaires au déluge. S'ils avaient des forges, ils étaient donc avancés sur l'échelle de la société technologique et pouvaient arriver à fabriquer n'importe quoi. En mars 1910, le Newport Miner rapportait la découverte d'un squelette de 3,30 m à Boise, en Idaho. À ses côtés, il y avait les restes d'une arme à feu à silex pesant une dizaine de kilos. Les découvertes ont été acheminées à l'Institut Smithsonian. Mais la voie de la technologie était résolument engagée chez ces géants. S'ils n'avaient pas, comme nous, de contraintes morales à l'usage de la technologie, 2 siècles plus tard, ils avaient le train, la voiture, l'avion et le reste. C'est aussi ce que décrivent les anciennes légendes des Indiens de l'Ouest américain, prophétisant la venue des trains et des avions. Ils savaient que ces âges-là, ces âges d'or, suivis d'un brusque effondrement, étaient récurrents. Les collections historiques d'Henry Howe de 1888 racontent les traditions orales des Indiens natifs qui décrivent l'existence de 2 races de géants, l'une supplantant l'autre par des moyens violents. Le pays était alors occupé par des géants très grands à barbe noire, au moment où arrivèrent d'autres géants à barbe rouge qui tuèrent ou amenèrent avec eux toutes les barbes noires. Alexandre le Grand fut le premier dans notre histoire reconnu pour sa crinière aux cheveux roux. Selon l'histoire biblique, les Néphilim Marmorites étaient un peuple rural qui occupait l'ouest de l'Euphrate. Suivant une longue sécheresse des marrons aux alentours de 2200 avant Jésus-Christ, les Néphilim Marmorites entreprenaient une grande migration, infiltrèrent le sud de la Mésopotamie. Ils s'en sont expulsés en 1735 avant Jésus-Christ et se réinstallent en Syrie sous la domination de l'Empire hittite jusqu'en 1200 avant Jésus-Christ, où ils disparaissent des livres d'histoire. Et cela, c'est dans notre histoire officielle. En 1828, David Cusick, un Indien natif et un des premiers auteurs ayant documenté l'histoire indienne, raconte dans les géants de pierre, Stone Giant, qu'aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ, les ancêtres des 6 nations, excédés d'être malmenés par ces géants, se liguèrent pour les attaquer
Ils les firent fuir et n'en entendirent plus jamais parler. Le journal de Fort Wayne Gazette rapportait en 1912 une histoire similaire, sinon que les ancêtres indiens étaient excédés de ne pas avoir accès aux chutes des rivières, toutes possédées par les géants. Chacun de ces cas a été vu par des journalistes qui accompagnaient les reportages de photos. Ils ont tous été signifiés aux autorités concernées. L'Amérique est grande. S'il y a eu 50 sites de retrouvés déclarés à une époque où il y avait si peu de population, si peu de travaux de pierre, si peu de journaux, à une époque où l'archéologie n'était qu'un passe-temps pour les de fin de semaine de semaine pour les évangélistes et les pasteurs des différentes confessions, c'est donc qu'il y en a eu des quantités énormes qui ont été retrouvées depuis, et des quantités immensément plus grandes qui dorment encore sous la terre. On peut difficilement imaginer combien n'ont pas été rapportés ou sont disparus sous les pelles et les bulldozers des nouveaux lotissements, des lignes hydroélectriques et des autoroutes. C'est toute une société d'individus d'une grandeur démesurée qui se retrouve à une ancienne époque. Aucun de ces cas n'a eu de suite, bien au contraire. C'est un sujet qui n'est plus au menu de l'information publique depuis le milieu du siècle dernier. Le bulletin du Gungewam Society au Connecticut, qui s'occupe de rechercher des sites mégalithiques en Nouvelle-Angleterre, a révélé une histoire concernant les tombes découvertes en 1892 en Alabama, dont les corps et les effets qu'elles contenaient ont été envoyés au Smithsonian et par la suite ont été perdus. Le New York Times de 1886, du 5 avril 1886, rapportait que l'eau s'était retirée d'un champ de tumulus de Carterville, laissant à découvert les acres et des acres de crânes et d'os, dont certains gigantesques appartenaient à des individus de plus de 4,2 mètres de hauteur. Un représentant du Smithsonian a été mandaté pour examiner les reliques qui ont ensuite disparu. Selon un journal de Lewiston en Idaho, un superviseur de construction de route trouva un squelette d'une femme de 8 pieds, une race qui ne possédait que 20 dents dans la bouche. Un représentant du Smithsonian y a été mandaté pour examiner les reliques qui ont ensuite disparu. Le 25 août 1927, le squelette d'un géant a été retrouvé à Tampa, en Floride. Les os étaient envoyés au Smithsonian pour examen et n'ont jamais été revus. Le Albuquerque Daily Citizen du 27 janvier 1902 rapportait la découverte d'un squelette géant de 2,4 mètres. Les os étaient envoyés au Smithsonian et n'ont jamais été revus. Le 11 février 1902, le New York Times rapportait la découverte de plusieurs tombes de géants de plus de 3-4 mètres au Nouveau-Mexique. Les os ont été envoyés au Smithsonian pour examen et n'ont jamais été revus. Le journal d'Austin, Texas rapportait la découverte d'un géant de 5,5 mètres près de Seymour au Texas. Il fut estimé que l'homme pesait de 2000 à 2500 livres. Le crâne est de 5 à 6 fois la dimension de celui d'un homme moderne. Il vécut possiblement il y a 2800 ans. Les os seront remis, puisque là, c'est l'article de journal qui parle, seront remis au Smithsonian pour examen. En septembre 1932, le Pittsburgh Press racontait la découverte d'une tombe de géant de 2,4 mètres, dont les os ont été confiés au Smithsonian pour examen et n'ont jamais été revus. Lors d'excavations sur les îles Aléoutiennes, un crâne humain de dimension non égalée a été retrouvé. On en parlait plus du double de la capacité humaine moderne. L'Institut Smithsonian s'occupe des fouilles qui n'ont jamais été revues. Curieusement, comme chaque fois qu'un voile se dessine sur l'histoire, il porte l'empreinte de l'Angleterre. Le cas de l'Institut Smithsonian n'est pas différent. C'est pas la première fois que l'Institut est mêlé dans de telles histoires, aboutissant sur des disparitions d'artefacts de l'histoire. C'est l'idée même que cette organisation puisse avoir caché des artefacts est difficile pour certains. Il y a beaucoup d'évidences qui suggèrent qu'ils ont caché sciemment de nombreuses reliques archéologiques. Et ce ne sont malheureusement pas les seuls. Une manipulation dans laquelle les organisations religieuses et scientifiques sont passées maîtres. Cette grande occultation-là débuta en 1881 quand John Wesley Powell, alors le deuxième directeur du Geological Survey américain, a appointé Cyrus Thomas comme directeur de la division des monts de l'Est
Après que le contenu de plusieurs anciens monts et pyramides du Midwest ait été examiné et révèle la présence de géants de 7 ou 8 pieds de hauteur en armure, avec des armes et parfois d'énormes trésors, à partir de cette époque, un représentant du Smithsonian était toujours impliqué dans toutes les découvertes et prenait la relève sur les découvreurs. L'Institut est né du testament d'un scientifique britannique, James Smithson, qui en 1826 a laissé une fortune évaluée à 500 000 $ à la fondation d'une institution qui était vouée à l'accroissement et à la diffusion du savoir pour tous les hommes. Que voilà une cause noble. Outre le fait qu'un soi-disant scientifique possède une telle fortune à cette époque, mérite curiosité. Les raisons de ce don restent mystérieuses encore aujourd'hui, considérant que Smithson n'avait jamais mis les pieds en Angleterre de sa vie, ni n'a jamais entretenu quelconque correspondance avec un quelconque scientifique américain. En 1843, le Congrès publie un acte qui fut signé comme une loi le 10 août 1846 par le président des États-Unis, James Knox Polk, qui était aussi un franc-maçon, établissant officiellement l'institution sous forme d'un partenariat entre privé et public. Quant aux œuvres anciennes, il faut en voir dans les fameux ridges de la Virginie. Comme je l'ai mentionné dans Dernier Blanc, les crêtes appalachiennes sont aussi appelées les ridges et constituent des représentations de visages anciens en anamorphose, qui s'étire sur plus de 2000 km. L'anamorphose, c'est lorsque une image n'est pas exactement perpendiculaire à notre regard, que le point d'observation devient véritable, que le point d'observation est rencontré et que la véritable image prend sa forme. Plus qu'un haut plateau étant découpé de relief, comme il y en a tant sur la planète, le Walden Ridge fait partie d'un gigantesque complexe ancien, particulièrement privilégié sur la côte est, qui contient quelques paradis. Pour lire la définition de paradis, là, vous irez voir dans Dernier Blanc, vous allez comprendre. C'est ici qu'il faut séparer la montagne du mur. Je disais que toute muraille de pierre ou rempart de pierre abrupte qui dépasse une dizaine de kilomètres de hauteur, une dizaine de mètres de hauteur, sur plus de quelques kilomètres, devrait être envisagée avec soupçon comme une bordure de territoire. À 10 kilomètres de longueur, il n'y a plus aucun doute. Ridge signifie crête montagneuse. La crête appalachienne autour de Walden Ridge est une formation montagneuse de la côte est américaine. Le segment qui nous intéresse est une étroite bande d'une centaine de mètres de largeur qui s'étire du Maine jusqu'à la ville d'Atlanta en Géorgie, environ 2 milliers de kilomètres. Les crêtes appalachiennes, dans cette étroite bande-là, il existe de nombreuses crêtes et vallées filiformes de longueur variable. Voilà que les crêtes, elles, sont de hauteur uniforme sur des distances qui dépassent souvent la centaine de kilomètres. Quand je dis d'une hauteur uniforme, c'est saisissant. Voici une photo que j'ai prise dans mon dernier voyage au cœur de ces paradis. Ça en est ainsi de toute la zone que j'ai visitée. Une crête qui s'étire de Corriton au Tennessee jusqu'à Burke Garden en Virginie, soit plus de 280 km de longueur, mesure exactement 200 mètres de hauteur, avec une déviation qui ne dépasse pas 10 mètres sur toute sa longueur. Quand ce ne sont pas des villages au nom évocateur de sources d'eau, ce sont des cavernes comme ici, les cavernes sans fin, littéralement. Endless Cavern. Le sommet de cette crête ininterrompue d'une largeur d'une 50aine de mètres permet le passage d'une piste à l'usage de veilleurs, sur laquelle plusieurs voitures pourraient y circuler de front. Le sentier appalachien est d'ailleurs le nom donné au sentier qui parcourt les sommets de ces crêtes sur plus de 2000 km, d'Atlanta jusqu'au Maine. Géologiquement, cette muraille possède un seul accès, qui mesure plus ou moins une centaine de mètres, soit Gate City, seul accès possible pour rejoindre l'intérieur de ce complexe géographique, qui est un véritable dédale. En tout, il y a dans cette bande de terre plus de 10 000 km de crêtes montagneuses, dans les catégories de 100, de 200 et de 300 mètres de hauteur, avec la même uniformité d'un bout à l'autre, tous dans la même direction. À cela, il faut ajouter au moins 10 fois cette longueur en petites crêtes formant des canaux de dérivation d'eau. Le complexe touche tous les États fondateurs des États-Unis et possède une vingtaine de portails d'accès répartis au long de la côte est. C'est là ce que vous allez trouver dans Dernier Blanc.